Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine, avec aujourd'hui une revue thématique dans laquelle je vous propose de faire le point sur la situation au Myanmar, puisque le pays est entré la semaine dernière dans la 4e année de gouvernement militaire depuis le coup d'État perpétré par la junte le 1er février 2021. 3 ans donc depuis le coup d'État où l'armée a pris le pouvoir et où plusieurs cadres de la Ligue nationale pour la démocratie, y compris le président de la République Win Myint et la conseillère Aung San Suu Kyi, ont été arrêtés et sont toujours détenus actuellement. Ce jour-là, la junte militaire et son chef Min Aung Hlaing avaient imposé l'état d'urgence pour une période d'1 an, une mesure prolongée à plusieurs reprises depuis, et justifié à l'époque en accusant la Ligue nationale pour la démocratie d'avoir organisé une fraude massive lors des élections générales de décembre 2020. La junte avait aussi promis d'organiser bientôt des élections justes et libres où le pouvoir serait donné aux gagnants, sans donner de date toutefois. 3 ans plus tard, l'association d'aide aux prisonniers politiques, une ONG basée en Thaïlande, indique qu'au moins 24 000 manifestants qui s'opposaient au coup d'État ont été arrêtés depuis ce dernier et que 4 000 personnes ont été tuées, mais l'Institut de recherche sur la paix d'Oslo estime que les chiffres réels sont beaucoup plus élevés. Au moins 55 communes sont toujours placées sous la loi martiale et la junte a annoncé la semaine dernière la prolongation de 6 mois supplémentaires de l'état d'urgence. Par ailleurs, près de 2 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays et 94 000 réfugiés ont fui vers les pays voisins. Le rapport 2024 de l'ONG Human Rights Watch, publié le mois dernier, dont on avait parlé plus longuement la semaine dernière, a dressé un bilan très sombre de la situation humanitaire et politique dans le pays. Le rapport fait état d'abus généralisés et systématiques de la junte à l'encontre de la population, parmi lesquels des arrestations arbitraires, des actes de torture, des meurtres extrajudiciaires et des attaques sans discrimination contre les civils, qui constituent des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. Le rapport indique aussi que le ciblage des activistes et des défenseurs des droits s'est intensifié au cours de l'année écoulée et affirme que la junte a créé des tribunaux spéciaux, c'est-à-dire des tribunaux fermés à l'intérieur des prisons, afin d'accélérer le traitement des affaires politiquement sensibles qui privent donc les suspects de leur droit à une procédure régulière et à un procès équitable. De plus, parallèlement, les tribunaux militaires qui fonctionnent dans les communes soumises à la loi martiale statuent sur des affaires concernant des civils, mais sont totalement opaques et fermés à l'examen du public. Sur le plan militaire et politique, la Ligue nationale pour la démocratie et d'autres opposants politiques ont créé ce qui a été appelé le gouvernement d'unité nationale, organisé sur le modèle d'un gouvernement en exil, avec en plus une branche armée appelée la Force de défense du peuple, qui a recruté des milliers de jeunes et de militants pro-démocratie dans ses rangs, en plus de coopérer avec de nombreux groupes rebelles armés. Ainsi, depuis le coup d'État de 2021, ont lieu des combats entre l'armée et une coalition de groupes ethniques armés et de forces de défense du peuple, des combats qui ont de nouveau provoqué, selon l'ONG Human Rights Watch, le déplacement d'environ 500 000 personnes à travers le pays. Au cours des 6 derniers mois, l'armée birmane a essuyé un certain nombre de revers dans certaines régions du pays, ce notamment depuis le 27 octobre où une importante offensive a été lancée par 3 groupes armés. Il s'agit de l'armée d'Arakan, de l'armée de l'Alliance démocratique nationale de Birmanie et de l'armée de libération nationale Ta'ang, ce dernier étant la branche armée du Front de libération de l'État Palaung, connu pour son opposition au commerce de la drogue qui finance l'armée, les gardes-frontières et les groupes armés pro-junte. Ces 3 organisations armées ethniques sont regroupées au sein d'une coalition qui a pris le nom d'Alliance des 3 fraternités. Bénéficiant d'une force de 7 000 à 10 000 hommes bien entraînés, cette coalition a lancé le 27 octobre dernier l'opération nommée 10-27, attaquant en même temps l'armée birmane, la police et des installations de milices pro-militaires dans plusieurs villes du nord de l'État Shan. L'offensive s'est ensuite étendue en dehors de l'État Shan jusqu'à la région de Sagaing. Radio Free Asia a rapporté que la coalition avait ainsi pris le contrôle de plus de 400 petites villes dans les États Shan, Chin, Rakhine et dans la région de Sagaing, dans le nord-ouest, près de la frontière indienne, et que l'armée préparait une contre-offensive pour reprendre la ville de Kowloon.
Le média américain a aussi indiqué que l'armée bombardait les villes perdues par la junte, sans toutefois parvenir à les reprendre, et c'est ce qui explique le nombre important de personnes déplacées à l'intérieur du pays, des civils qui ont fui à plusieurs reprises les attaques aériennes et terrestres. Face au poids des sanctions internationales, la junte militaire birmane essaie d'encourager le commerce avec la Chine et la Thaïlande voisine, mais a essuyé des pertes dans certaines zones clés aux frontières, ce qui représente des pertes financières pour la junte. L'Alliance des Trois Fraternités contrôle désormais toutes les villes situées le long des autoroutes numéro 3 et numéro 34 jusqu'à la frontière chinoise. Il y a une semaine encore, l'Alliance des Trois Fraternités affirmait qu'elle avait encerclé la ville de Muse et les forces Karen, elles, contrôlent la plupart de l'État Karen, notamment la frontière avec la Thaïlande. Radio Free Asia a aussi rapporté que dans l'État Shan, la junte ne contrôlait plus que 2 villes frontalières, Lashio et Muse, sachant que cette dernière, une ville birmane frontalière de celle de Railly dans la province chinoise du Yunnan, représente 90% du commerce terrestre frontalier entre la Chine et le Myanmar. Cette alliance des trois fraternités n'est officiellement pas rangée du côté du gouvernement d'unité nationale, mais lui accorde un soutien tacite dans le cadre de ce qui est désormais appelé la révolution de printemps, visant à renverser la junte militaire. À la veille du 3e anniversaire du coup d'État militaire, le gouvernement d'unité nationale et 3 groupes armés issus de minorités ethniques ont publié un communiqué conjoint qui énonce 6 objectifs, 9 positions et un plan d'action en 6 points. Le document renouvelle d'abord la promesse du gouvernement d'unité nationale qui consiste en l'établissement d'une union démocratique fédérale qui fasse respecter les principes de démocratie, d'équité nationale et d'autodétermination dans ses États constituants. Les 6 objectifs énoncés dans le communiqué peuvent se résumer par le renversement du pouvoir usurpé par l'armée, par la fin de l'empiètement du militaire sur le politique et pour cela par un contrôle des forces armées par le pouvoir civil. On y retrouve aussi l'objectif d'abroger la Constitution de 2008 dans son ensemble et par la rédaction d'une nouvelle Constitution qui représente les valeurs de fédéralisme et de démocratie et par la formation d'un gouvernement civil issu d'élections démocratiques. Enfin, il y a également l'objectif de justice transitionnelle. Les 9 positions, quant à elles, affirment notamment le caractère illégal du coup d'État du 1er février 2021 et déclarent qu'il n'y aura pas de retour à la situation antérieure après le rétablissement de la démocratie. Cette position répond à certaines aspirations de l'opposition qui réclamaient que ne siègent pas les députés élus lors des élections de novembre 2020, étant donné que ces élections avaient été organisées dans le cadre de la Constitution de 2008 imposée par la junte militaire. À la place, le communiqué indique que les élections de 2020 seront plutôt considérées comme un mandat pour un changement révolutionnaire et pour l'établissement d'un nouveau système politique. Le document appelle aussi au rejet des élites politiques et économiques traditionnelles et à une démocratie plus inclusive. En 3e partie du communiqué figurent les détails sur le plan d'action en 6 points pour établir une démocratie fédérale. En premier, il s'agit de continuer à exercer une pression politique et militaire, interne et externe, sur la junte militaire. Il est ensuite inscrit que les négociations avec le leadership responsable de l'armée birmane pour opérer la transition de pouvoir seront soumises à l'acceptation sans condition par les dirigeants de la junte des 6 objectifs politiques du communiqué. Le point C indique que sera mis en place un gouvernement d'unité nationale transitoire au niveau fédéral et des gouvernements de niveau fédéré transitoire également. Par ailleurs, il est mentionné que la mise en place d'une constitution fédérale démocratique transitoire se fera avec la participation de toutes les entités et partis qui ont participé à la révolution contre la dictature militaire. Une formulation qui, a priori, laisse donc la porte ouverte aux autres groupes rebelles qui se battent actuellement dans différentes régions, mais qui ne sont pas forcément alliés avec le gouvernement d'unité nationale. D'ailleurs, un certain nombre de groupes armés n'ont pas signé ce communiqué. C'est par exemple le cas du Front National Chin, de l'Union Nationale Karen, du Parti Progressiste Nationaliste Karen, de l'Organisation de l'Indépendance Kachin ou bien des 3 groupes membres de l'Alliance des Trois Fraternités. Ce qui explique en partie l'absence d'alliance entre ces groupes et le gouvernement d'unité nationale, c'est la méfiance qui peut exister entre des groupes qui revendiquent l'autodétermination de certains groupes ethniques minoritaires face à une position de domination de l'ethnie majoritaire bama ou birmane qui a existé dans le passé au sein du gouvernement et au sein de la Ligue nationale pour la démocratie et que certains craignent donc de voir se reproduire au sein du futur gouvernement. Dans une tribune dans le journal en ligne de Irrawaddy, Nhan Lin affirme qu'au-delà du manque d'unité, un autre défi pour l'opposition et la rébellion armée réside dans la difficulté de se procurer des armes et des munitions, mais aussi dans l'absence de soutien officiel par les gouvernements étrangers, même s'il n'y a pas non plus de soutien officiel de la junte militaire.
Il indique également que de plus en plus de groupes révolutionnaires se désolidarisent du gouvernement d'unité nationale, ce qui sera un problème dans le futur. Le rédacteur de la Tribune estime aussi qu'en se montrant trop proche de puissances occidentales, l'opposition en Birmanie s'aliène le soutien de la Chine, un puissant voisin sur lequel n'importe quel gouvernement birman doit pouvoir compter. L'Alliance des Trois Fraternités a bien compris cela et s'est engagée à protéger les investissements chinois en Birmanie. La Chine est donc un acteur économique incontournable, mais pourrait aussi avoir un rôle politique à jouer. Elle l'a du reste déjà démontré récemment en s'opposant en intermédiaire dans la signature d'un accord de cessez-le-feu entre la junte et les rebelles, même si cet accord a finalement volé en éclats assez rapidement. Pour la junte militaire, la situation n'est pas au beau fixe, notamment en raison du bilan économique. Selon la Banque mondiale, 40% des familles birmanes ont vu leurs revenus baisser en 2023 par rapport à 2022 et le kyat a perdu la moitié de sa valeur depuis le coup d'État. Dans les États Shan et Karen, le volume du commerce a considérablement baissé, un tiers des usines de textiles ont mis la clé sous la porte selon Radio Free Asia, et le pays souffre aussi de pénuries de carburant, de pesticides et d'engrais agricoles. Il faut aussi ajouter à cela le poids des sanctions internationales. Le département du Trésor américain a par exemple imposé en novembre dernier des sanctions contre Xiaomindo et Sky Aviator, fournisseurs de pièces pour avions militaires de l'armée birmane. Dans son discours du Nouvel An, le chef des forces armées birmanes, le général Min Aung Hlaing, a accordé la priorité de 2024 à la croissance économique et a accusé l'opposition d'être responsable de la situation économique. Le général a aussi déclaré une nouvelle fois son intention d'organiser des élections multipartisanes, tout en précisant qu'il fallait attendre que le pays redevienne stable pour procéder au scrutin. C'est dans ce contexte que le général a annoncé le 1er février la prolongation de 6 mois supplémentaires de l'état d'urgence. Mais il semble que la population birmane ne soit pas dupe de ces promesses d'élection et de démocratie, et elle l'a bien montré le 1er février dernier par une manifestation silencieuse, puisqu'entre 10h du matin et 16h de l'après-midi, des dizaines de milliers de personnes ne sont pas allées au travail et ne sont pas sorties de chez elles pour montrer, comme lors des années précédentes du reste, leur opposition au coup d'État et au régime militaire. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.